Bonjour Florian Voutev. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au marché de la poésie 2024, 41e édition. Nous sommes juste à côté marché de Saint-Sulpice et place de Saint-Sulpice dans une petite ruelle. Qui est Florian Voutev? Alors, j'ai un parcours de traducteur assez atypique. Toute ma vie, j'ai fait de la traduction versifiée d'une langue vers une autre. Mais je n'ai jamais cherché à faire publier mes traductions. Ce n'est que sur le tard. J'avais 55 ans quand j'ai commencé à publier mes travaux de traduction. C'est comme ça que je me suis fait connaître, je suis sorti de l'anonymat et après j'ai été sollicité par des auteurs, par des éditeurs et maintenant je suis assez chargé. J'ai beaucoup de travail comme traducteur. Dans ma vie professionnelle, jamais je n'ai été traducteur. Voilà. J'ai fait autre chose dans ma vie. Je peux vous dire quoi, il n'y a pas de secret. Et quand vous avez commencé à traduire? J'étais adolescent. Alors, je suis né en Bulgarie et là, j'ai fait mes études secondaires dans un lycée français. C'est-à-dire, on enseignait tout en langue française. Les professeurs étaient soit des Français, soit des Bulgares qui étaient formés ici en France. C'est là que j'ai fait mon premier essai. J'ai traduit un poème de Victor Hugo, Oceanonaps, oh combien de marins, combien de capitaines, etc. Et c'est comme ça que j'ai senti que j'étais très très attiré par cette activité à la fois intellectuelle et artistique qu'est la traduction versifiée. Donc c'était le début. Après, le chemin était très long, je peux vous en parler des heures et des heures. Mais bon, peut-être on peut passer à une autre question. Et comment vous traduisez, c'est comme dit, les problèmes que vous rencontrez pendant la traduction, surtout traduction poétique, je crois que vous êtes surtout dans la traduction poétique, et vous êtes traducteur de quelle langue? À quelle langue aussi, voilà. Alors, actuellement et depuis plusieurs années, je traduis de russe en français. Voilà. Sinon, dans ma jeunesse, vous l'avez entendu, j'ai traduit du français vers le bulgare. J'ai traduit à l'époque aussi du français et du russe vers le bulgare. Quand j'habitais en Allemagne, et j'ai travaillé en Allemagne, je traduisais vers l'allemand. Et puis, depuis une trentaine d'années, je vis en France, je traduis des autres langues vers le français, mais surtout du russe. Alors, les difficultés. Ce ne serait pas inutile de mentionner que le russe est une langue synthétique, grâce aux cas, aux déclinaisons, etc., à ses particularités grammaticales. Elle peut dire des choses avec moins de mots que la langue française, par exemple, qui est une langue synthétique. Sans rentrer dans la technique, mais c'est une vérité. Même si on traduit de la prose, pour dire une phrase simple, elle a déjà mangé, paella. Un seul mot, on comprend que c'est elle, c'est pas lui, que c'est au passé, et que c'est fini, elle a fait ça. Donc, déjà, il y a ce problème-là. Le français est plus bavard, il faut traduire la même chose, mais avec beaucoup plus de mots. Et je suis traducteur exclusivement de textes versifiés. C'est de la poésie, évidemment, souvent c'est du théâtre, parce qu'à l'époque, on écrivait des pièces de théâtre en vers, on écrivait des satires en vers. Il y a des romans en vers comme Eugène Onegin, dont je suis auteur d'une traduction d'Eugène Onegin. Donc là, il y a un défi supplémentaire. Normalement, depuis des années en France, on a la mauvaise tradition de traduire la poésie en prose. Je ne ferai pas de commentaires à ce sujet. Il y a toujours eu aussi des traducteurs qui se sont efforcés et qui s'efforcent, comme moi, à traduire en vers, en essayant de sauvegarder le rythme de l'original et son système rhythmique, toutes les rimes. Donc,
pour conclure, quand on traduit un texte versifié, il ne suffit pas d'être fidèle à l'original, de dire la même chose, de respecter la syntaxe, le lexique, mais il faut trouver des rimes, les mêmes, les mettre aux mêmes endroits et reproduire le même rythme. Et souvent, ce sont des rythmes que la prosodie française ne connaît pas. Par exemple, la poésie russe a hérité la prosodie de l'Antiquité gréco-latine. Et elle travaille avec des maîtres comme l'iambe, le trochet, l'anapeste, l'amphibraque, le dactyle. Ce sont des maîtres des rythmes que la poésie française ne connaît pas. Elle connaît l'alexandrin, qui est un dodécasyllabe. Mais moi, j'essaie de reproduire, de transposer en français tous ces maîtres dont se sert la poésie russe, par exemple, la poésie allemande, aussi anglaise, ça existe, mais que la poésie française méconnaît. Donc tout cela représente un défi supplémentaire dans mon travail de traducteur. Mais j'y tiens beaucoup et plus grandes sont les difficultés, plus grand est le plaisir de le faire. Est-ce qu'il y a des traducteurs qui vous ont marqué ou inspiré, ou si vous êtes carrément autodidacte par expérience? Très bonne question. Je peux dire que je suis un autodidacte, parce que je vous ai dit, j'ai commencé à traduire à l'âge de 16-17 ans. Évidemment, je me suis toujours intéressé par d'autres traducteurs, mais ici en France, j'étais beaucoup déçu quand j'ai vu qu'on traduisait soit en prose, la poésie, soit plutôt mal, quand on essayait de la versifier, de versifier les traductions. Alors, toutefois, par exemple, Marina Tsvetaeva, qui est l'auteur de ces deux pièces de théâtre, Ariane et Phèdre, elle aurait pu être mon maître en matière de traduction. Mais ce n'est pas le cas parce que quand j'ai découvert comment elle travaillait comme traductrice, j'étais devenu moi-même un traducteur, bon, on dit professionnel, mais j'étais très flatté d'avoir découvert que je travaillais comme elle. Je me suis senti compris. C'est-à-dire, elle ne s'accroche pas au mot à mot, à la fidélité syntaxique et lexicale, sémantique. Elle cherche une fidélité des images, une fidélité des émotions. Et moi, depuis mon adolescence, quand je traduisais des textes versifiés, c'est ce que je cherchais moi aussi. Donc, dans un certain sens, je deviens traître, un menteur. Je ne traduis pas mot à mot ce que dit l'auteur, mais je me débrouille pour que la voix de l'auteur résonne dans mes textes traduits. Donc, j'apprécie beaucoup Marina Tsvetaeva. Il y en a d'autres qui ne sont pas mal, mais la liste est longue. Mais je me suis fait moi-même traducteur parce que j'avais même ma propre esthétique en matière de traduction. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres, quiconque? Pour vous, oui, mais pour les autres? Alors, ils ne savent pas ce qu'ils ratent, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas la poésie. Oui, je croise des gens qui avouent tout de suite qu'ils n'aiment pas la poésie. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, disons la musique classique ou la poésie, mais je pense que ces gens doivent être quelque part très malheureux parce qu'il y a tant de belles choses qui passent à côté d'eux. Moi, dans la poésie, toujours à mon âge, j'ai 68 ans, je trouve des réponses dans la poésie, dans les auteurs que j'aime et que je traduis. Donc la poésie, il faut y penser de temps en temps. Elle peut nous être très utile. Et vous fréquentez le marché de la poésie depuis un certain temps, je suppose? Alors, non, c'est la première fois que je viens, mais les années précédentes, je venais quand l'éditeur avec lequel je travaille, Monsieur Jean-Marc Collet, je venais le voir, mais cette année, il m'a proposé de venir, si j'en avais envie et la possibilité.
pour faire des signatures. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance de ce marché? J'ai l'impression de voir tout le temps des visages que je connais, mais peut-être ce n'est pas... Mais j'ai l'impression de les connaître, parce que normalement, moi, je suis un très mauvais physionomiste, et souvent, je tombe dans des situations très gênantes où on me reconnaît, on me parle, et je ne sais pas qui me parle. Donc, je ressens une sorte de communion entre les gens qui sont là. C'est peut-être ce que je découvre sur le visage, c'est ce qui me donne peut-être l'impression de connaître ces gens-là. Vous sentez en fait le point commun, la poésie déjà sur les visages? Absolument, nous sommes venus tous ici réunis par les mêmes idées, par les mêmes penchants, les mêmes faiblesses et les mêmes goûts. Merci beaucoup Florian. Merci à vous, ce fut un plaisir. Je vous propose d'entendre d'abord en russe et puis en français une partie du monologue de Thésée. C'est un extrait de la pièce de théâtre Ariane, qui d'ailleurs vient de paraître en bilingue chez Vibration Édition. Donc, c'est un monologue de Thésée dans la nuit, à la veille du jour où il sera sacrifié. Il a accepté d'entrer dans le labyrinthe sans armes pour être dévoré par le Minotaure. Nous savons tous comment ça se passe. C'est la fille du roi Minos, la belle Ariane, qui lui donne non seulement un glaive pour tuer le Minotaure, mais aussi elle lui donne la pelote d'or pour qu'il puisse en sortir. Mais là, il ne le sait pas encore. Il est sans armes et il attend sa fin tragique. Сердце крылатый взмах, вала чреватый стон, полночь и кровь в ушах, все отгоняет сон. Стражи протяжный клич, пеной пустой припев об островах добыч, все распаляет гнев. Гнев на тебя, о мощь, давшая овнам лечь, клятву рабыней в ночь, швырнувшая меч. Cœur agité, s'envolant, onde agacée qui bruit, minuit et sang bourdonnant, mon doux sommeil s'enfuit. Gardes et leurs cris lointains, vagues exaltant la splendeur, d'îles si riches en butin, tout fait flamber ma fureur. Contre toi, force, s'offrant comme un bélier sacrifié, comme une esclave jetant son arme sans se méfier, etc. Encore un? Et Ariane, voilà, justement, c'est là qu'elle apparaît. Elle apparaît. Будет краткою эта речь, принесла тебе нить и меч, дабы пережило века критской девой гостеприимства. Сим мечом поразишь быка, нитью выйдешь из лабиринта. Juste quelques mots, juste un instant. Prends ce glaive et ce fil scintillant, pour que mon chaste accueil, mon respect, à travers le temps laisse une empreinte. Tue le monstre avec cette épée, grâce au fil, sort de son labyrinthe. Deuxième livre? Oui, alors là, je suis un peu pris au dépourvu. Mais je vais vous lire le final. Le final, quand Thésée apprend que sa femme, sa troisième femme, Phèdre, est tombée amoureuse de son fils. Vous parlez aussi de quel livre? Alors, c'est Phèdre de Marina Tsvetaeva. Hein, ce n'est pas Phèdre de Racine, c'est une autre Phèdre, une Phèdre russe. Ипполитовы кони и Федрин сук, не старинные козни, а старый стук рока. Горы сдвигать людям ли, те орудуют, ты орудие. Ипполитова пена и Федрин пот, не старухиной шашни, а старый счет. Пря заведомая, старинная, нет виновного, все невинные. Я честь не жги, и волос не рви, ибо Федриной, роковой любви, бедной женщиной к бедну дитятику. Имя ненависть Афродитина. Ко мне за Наксуса разоренный сад, в новом образе, но на новый лад. Но все та же вина покарана. Молния новая, туча старая, там
корабль, где мир шумит ее стоном полн. Возведите им двуединый хон, пусть хоть там обовьет мир бедным им Ипполитову кость Федрина. Branches de Phèdre, chevaux d'Hippolyte, tu crois ce sont tes intrigues maudites? Tu es l'outil, les dieux se déchaînent grâce à toi en querelles anciennes. Sueur de Phèdre, écume d'Hippolyte, tu n'y es pour rien, vieil hypocrite. Coup du destin qui est inéluctable, tous innocents, il n'y a pas de coupable. N'arrache pas tes cheveux longs qui tombent. L'amour de Phèdre, payé par sa tombe, sa passion pour mon enfant Hippolyte, cet amour, c'est le courroux d'Aphrodite. C'est de Naxos, le jardin en détresse, qui a toujours outragé la déesse. Ma faute est châtiée par sa vieille rage. Éclair nouveau, mais du même nuage. Là où les branches du myrte gémissent, que leurs deux tombes en une s'unissent pour qu'ils s'enlacent et jamais ne se quittent les ossements de Phèdre et d'Hippolyte. Merci beaucoup. Merci à vous.